Depuis l'arrivée de vendredi, Robinson n'était pas retourné au fond de la grotte. Il espérait que grâce à son nouveau compagnon, la vie dans l'île, le travail et les cérémonies l'amuseraient suffisamment pour qu'il n'ait plus envie de cette sorte de drogue. Or, une nuit de pleine lune, il s'éveilla et n'arriva plus à se rendormir. Dehors, il n'y avait pas un souffle de vent et les arbres parfaitement immobiles paraissaient dormir, comme Vendredi et Taine enlacés à leur habitude devant la porte. Robinson fut envahi par un sentiment de très grand bonheur. En effet, parce qu'il faisait nuit, il n'y avait pas de travail possible, pas de cérémonie, pas d'uniforme, pas de gouverneur, ni de général. Bref, c'étaient les vacances. Robinson aurait voulu que la nuit ne finît jamais, que les vacances durent toujours. Mais il savait que le jour allait revenir et avec lui tous ses soucis et toutes ses obligations. Alors il se leva et il alla arrêter la clepsydre. Puis il ouvrit la porte, il enjamba les corps de Vendredi et de Taine et il se dirigea vers la grotte au fond de laquelle, justement, la nuit ne finissait jamais. Le rêve durait toujours. Le lendemain matin, Vendredi fut bien surpris de ne pas retrouver Robinson. Il avait dormi 2 heures de plus parce que son maître ne l'avait pas réveillé, et il se sentait de très bonne humeur. Que faire? Il y avait bien les choux arrosés, les chèvres à traire et une petite cabane d'observation à terminer au sommet du cèdre géant de la grotte. Mais puisque Robinson n'était pas là, toutes ses obligations d'homme blanc disparaissaient, et Vendredi n'obéissait plus qu'à son cœur d'Indien. Son regard rencontra sous la table de Robinson un coffre fermé, mais non verrouillé, dont il avait pu explorer le contenu. Il le traîna sur les dalles et le hissa sur son épaule. Puis il sortit, suivi par Taine. Au nord-ouest de l'île, à l'endroit où la grande prairie se perdait dans les sables, fleurissait une plantation de cactus et de cactés qui avaient des formes et des silhouettes particulièrement bizarres. On aurait dit un cortège de mannequins de caoutchouc vert hérissés de piquants avec des boules, des raquettes, des queues, des trompes. Vendredi lança sur le sol le coffre qui lui avait meurtri l'épaule. Les charnières du couvercle sautèrent, et un brillant désordre d'étoffes précieuses et de bijoux se répandit au pied des cactus. Ses vêtements, Vendredi n'aurait pas songé à s'en vêtir lui-même, mais il trouva amusant d'en habiller les cactus, qui avaient tous des formes vaguement humaines. Alors, pendant plus d'une heure, il disposa sur ces drôles de plantes, grandes comme des hommes, des capes, des châles, des chapeaux, il leur enfila des robes, des pantalons, des gants, il les couvrit enfin de bracelets, de colliers, de boucles d'oreilles, de diadèmes, et il trouva même au fond du coffre des ombrelles, des éventails, qu'il leur distribua pour compléter l'illusion. Puis il contempla son œuvre, cette foule de grandes dames, de prélats, de majordomes et de monstres biscornus qui avaient l'air dans leurs somptueux atours de se contorsionner, de se faire des révérences, de danser un ballet fantastique et immobile. Il rit très fort et imita ces bons hommes et ces bonnes femmes absurdes en gesticulant et en sautant sur place, tandis que Taine gambadait et jappait joyeusement autour de lui. Puis il tourna le dos au cactus et aux cactés habillés, et il se dirigea vers les dunes qui le séparaient de la plage. Il faisait un temps magnifique, et Vendredi chantait de bonheur en courant sur le sable blanc et pur de la plage. Comme il était beau, nu et joyeux, seul avec le soleil et son chien, libre de faire ce qu'il voulait, loin de l'ennuyeux Robinson. Il ramassait des galets mauves, bleus ou tachetés, bien plus jolis dans leur vérité et leur simplicité que les gros bijoux compliqués qu'il avait accrochés au cactus. Il les lançait à Taine, qui courait après en aboyant et les lui rapportait. Puis il lui lança dans la mer, cette fois, des morceaux de bois, et le chien se précipitait dans les vagues. Il battait l'eau de ses 4 pattes, et il revenait vers Vendredi, porté par le déferlement. Ils arrivèrent ainsi près de la rizière qui brillait au soleil comme un miroir d'eau. Vendredi ramassa une pierre plate et la lança au ras de l'eau pour faire des ricochets. La pierre rebondit 7 fois sur l'eau avant de s'y enfoncer sans éclaboussure. Ce que Vendredi n'avait pas prévu, c'est que Taine s'élança à nouveau pour aller chercher la pierre. Son élan l'emporta à une vingtaine de mètres, mais là il s'arrêta. L'eau était trop peu profonde pour qu'il puisse nager et il pataugeait dans la vase. Il fit demi-tour et s'efforça de revenir vers l'Indien. Un premier bond l'arracha à la boue, mais il retomba lourdement et il commença à se débattre avec des mouvements affolés. Il était en train de se noyer. Vendredi se pencha vers l'eau sale et dangereuse. Allait-il y sauter pour sauver Taine? Il eut une autre idée. Il courut à la vanne qui servait à vider l'eau. Il passa un bâton dans le premier trou de la queue et fit levier de toutes ses forces. Aussitôt, l'eau commença à bouillonner de l'autre côté de la vanne, tandis que le niveau de la rizière baissait rapidement. Quelques minutes plus tard, toute la rizière était à sec. La récolte était perdue. Mais Taine pouvait atteindre en rampant le pied de la digue. Vendredi le laissa à sa toilette et se dirigea en dansant vers la forêt.
Lorsque Robinson sortit de la grotte où il était resté près de 36 heures, il ne fut pas très surpris de ne plus retrouver Vendredi. Seul Ten l'attendait fidèlement sur le seuil de la porte de la maison. Il avait d'ailleurs l'air gêné et coupable, ce pauvre Ten, et c'est lui qui conduisit Robinson, d'abord dans la plantation des cactus et des cactés où s'étalaient les plus beaux vêtements et tous les bijoux qui venaient de la Virginie, puis à la rizière, où la récolte de l'année achevait de se dessécher au soleil. Robinson entra dans une grande colère. À tout hasard, il ferma la vanne d'évacuation de la rizière et ouvrit le canal d'alimentation. Peut-être les plants de riz voudraient-ils reprendre ? Ensuite, il passa toute une journée à ramasser sur les cactus et les cactés, en se piquant cruellement les doigts, les vêtements et les bijoux qui étaient ce qu'il possédait de plus beau dans l'île. Il était d'autant plus furieux qu'il se sentait lui-même un peu coupable. S'il n'était pas descendu dans la grotte, tout cela ne serait pas arrivé. Le lendemain, il se décida à partir à la recherche de Vendredi. Sa colère s'était calmée et l'absence de son compagnon commençait à l'inquiéter. Il entreprit donc de battre la forêt vierge avec l'aide de Ten. Le chien, qui avait bien compris qu'il fallait retrouver Vendredi, fouillait les buissons, se glissait dans les forêts, suivait des pistes dont l'odeur ressemblait à celle de Vendredi, et il aboyait pour prévenir Robinson quand il avait trouvé quelque chose. C'est ainsi qu'il découvrit dans une petite clairière ce qui devait être le camp secret de Vendredi. Il y avait d'abord entre deux arbres un hamac de lianes rembourré avec un oreiller et un matelas d'herbes sèches. C'était un lit suspendu, de toute évidence très confortable. Puis assis sur une espèce de fauteuil fait de branches d'arbres ligaturées, on découvrait une drôle de poupée en paille tressée avec une tête de bois et des cheveux longs en raffia. Ainsi, Vendredi, pour n'être pas tout seul, s'était fabriqué une fiancée. Enfin, Robinson vit, suspendu près du hamac à portée de la main de celui qui était couché, un tas de petits objets à la fois utiles et amusants dont l'Indien devait agrémenter ses siestes. Il y avait ainsi une flûte en roseau, une sarbacane, des coiffes de plumes comme celles des peaux rouges d'Amérique du Nord, des fléchettes, des peaux de serpents séchés, une espèce de petite guitare, etc. Robinson était stupéfait et jaloux de voir comme Vendredi avait l'air d'être heureux et de s'amuser sans lui. À quoi donc servaient tous les travaux et toutes les obligations qu'il s'imposait chaque jour ? Vendredi ne pouvait plus être loin. Tout à coup, Ten tomba en arrêt devant un massif de magnolias envahi par le lierre, puis avança pas à pas, les oreilles dressées, le cou tendu. Enfin, il s'arrêta, le nez contre l'un des troncs. Alors le tronc s'agita et le rire de Vendredi éclata. L'Indien avait dissimulé sa tête sous un casque de feuilles et de fleurs. Sur tout son corps, il avait dessiné avec du jus de genipapo, une plante qui donne une teinture verte quand on casse une de ses tiges, des rameaux et des feuilles qui montaient en s'enroulant le long de ses cuisses et de son torse. Ainsi déguisé en homme-plante et toujours riant aux éclats, il exécuta une danse triomphale autour de Robinson, puis il se sauva à toutes jambes vers la mer pour se laver dans les vagues. La vie reprit son cours, tant bien que mal. Robinson faisait toujours semblant d'être le gouverneur et le général de l'île. Vendredi faisait semblant de travailler durement pour entretenir la civilisation dans l'île. Il n'y avait que Ten qui ne faisait pas semblant de faire la sieste toute la journée. En vieillissant, il devenait de plus en plus gros et lent. Vendredi lui avait trouvé un nouveau passe-temps. Il avait découvert la cachette où Robinson dissimulait le barillet à tabac et la longue pipe en porcelaine du capitaine Van Dessel. Chaque fois qu'il en avait l'occasion, il allait fumer une pipe dans la grotte. Si Robinson le découvrait, il le punirait sans doute lourdement, parce qu'il n'y avait presque plus de tabac. Fumer était un plaisir que Robinson ne s'accordait plus que très rarement dans les grandes occasions. Ce jour-là, Robinson était descendu sur le rivage, inspecter des lignes de fond que la marée descendante venait de découvrir. Vendredi mit le barillet sous son bras, et il alla s'installer au fond de la grotte. Là, il s'était construit une sorte de chaise longue avec des tonneaux couverts de sacs. À demi renversé en arrière, il tire de longues bouffées de la pipe. Puis il chasse de ses poumons un nuage bleu qui s'épanouit dans la faible lumière provenant de l'entrée de la grotte. Il s'apprête à tirer une nouvelle bouffée de la pipe quand des cris et des aboiements lointains lui parviennent. Robinson est revenu plus tôt que prévu, et il l'appelle d'une voix menaçante. « Ten Jap !» Un claquement retentit. Robinson a donc sorti son fouet. Sans doute s'est-il enfin aperçu de la disparition du barillet de tabac. Vendredi se lève et marche vers le châtiment qui l'attend. Soudain il s'arrête. Que faire de la pipe qu'il tient toujours dans sa main ? Alors il la jette, de toutes ses forces, dans le fond de la grotte, là où sont rangés les tonneaux de poudre. Puis bravement, il va rejoindre Robinson. Robinson est furieux. Quand il voit Vendredi, il lève son fouet. C'est alors que les 40 tonneaux de poudre font explosion. Un torrent de flammes rouges jaillit de la grotte.
Robinson se sent soulevé, emporté, tandis qu'il voit, avant de s'évanouir, les gros rochers qui surmontent la grotte rouler les uns sur les autres comme les pièces d'un jeu de construction. C'était donc l'épisode 8 de Vendredi ou la vie sauvage, et voici les 3 questions du jour. Première question, quelle récolte est perdue pour sauver Taine ? Quelle récolte est perdue pour sauver Taine ? Est-ce le riz, le blé ou les ananas sauvages ? Le riz, le blé ou les ananas sauvages ? Deuxième question, que découvre Robinson sur Vendredi ? Il découvre qu'il communique avec son peuple, qu'il a une cachette secrète ou qu'il est très riche. Que découvre Robinson sur Vendredi ? Qu'il communique avec son peuple, qu'il a une cachette secrète ou bien qu'il est très riche. Et enfin, la troisième question, où je ne vous propose pas de réponse, c'est à vous de rédiger une petite réponse. À votre avis, comment va réagir Robinson après l'explosion de la grotte ? À votre avis, comment va réagir Robinson après l'explosion de la grotte ? Alors, vous avez 2 solutions pour me répondre. Soit vous me donnez votre avis, vous me dites je pense qu'il va se passer ceci, cela. Soit vous pouvez me rédiger une suite, comme si c'était vous qui écriviez le roman de Vendredi ou la vie sauvage, et vous imaginez le début du chapitre suivant, comme vous préférez. Vous m'envoyez tout ça sur la messagerie Arsène de l'ANT, et je vous dis à demain pour le prochain épisode.